Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre, le podcast qui vous parle vrai sur la vie à l'étranger, sans langue de bois, sans carte postale. Je suis Karine, coach et spécialiste de l'expatriation. Et si je peux aujourd'hui partager tout ça avec vous, c'est parce que j'ai vécu ce processus 7 fois. 7 départs, 7 nouvelles vies, 7 versions de moi-même à reconstruire. Et croyez-moi, l'expatriation, ce n'est pas un projet Pinterest. C'est un parcours réel, intense et transformateur. Aujourd'hui, on va parler de ce que personne ne vous dit sur l'expatriation, mais que vous devez entendre avant de partir. La première chose que l'on va aborder, c'est l'euphorie du départ. Eh bien oui, parce que cette euphorie, elle ne dure pas. Quand on prépare son départ, on plane un petit peu. Pas forcément dans l'avion, mais un petit peu dans notre tête aussi. Il y a l'euphorie, l'excitation, l'envie de tout recommencer ailleurs. C'est particulièrement puissant, c'est un véritable moteur et c'est parfaitement nécessaire à un projet d'expatriation, d'ailleurs à un projet quel qu'il soit. En revanche, ce que personne ne vous dit et que moi je ne vais pas me gêner de vous dire, c'est que cette phase, elle est temporaire et quand elle retombe, elle laisse parfois place à un vide qui peut faire très mal. C'est pas forcément de la déception, c'est juste la réalité qui s'installe et qui revient, en fait, qui vous rattrape un petit peu. Vous pouvez avoir des difficultés par rapport à la langue de votre nouveau pays, par rapport au papier, par rapport aux démarches, par rapport à tout ce qui est lié à l'inconnu et qui de toute façon va vous arriver. Et c'est un petit peu là que tout commence vraiment. Ce n'est pas le départ en lui-même qui est difficile, mais c'est aussi l'installation dans le réel et la prise de la mesure de cette nouvelle réalité. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que l'intégration, ça se fait pas tout seul, ça va pas vous tomber du ciel. Je le dis assez souvent, vous n'allez pas vous sentir chez vous, entre guillemets, uniquement parce que vous avez une carte de résident ou un bail signé ou un visa qui dure 1 an ou 2 ans ou quelques années. L'intégration, ça se construit. Les gens, ils vont pas venir à vous parce que vous avez une tête d'étranger. Il n'y a pas écrit sur votre front expatrié, j'ai besoin d'amis, venez me voir, venez vers moi. Ça demande un certain effort d'aller vers les autres, de comprendre les codes culturels de votre nouveau pays et de sortir un petit peu de votre bulle. En revanche, j'ajoute que c'est parfaitement OK si c'est pas du tout dans votre tempérament, que vous êtes plutôt d'un tempérament solitaire, surtout si vous êtes parti seul ou que vous êtes parti peut-être en couple et que vous êtes très bien dans votre bulle à deux. Mais il se pourrait qu'au bout d'un moment, cette bulle, elle ait besoin d'exploser et que vous ayez besoin d'en sortir un petit peu et de faire des rencontres et de vous créer de nouveaux cercles sociaux. Beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés restent entre Français et là, c'est parfaitement OK, je juge absolument pas. C'est typiquement le cas de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui voulaient s'expatrier à Londres pendant 6 mois et qui se disaient je vais partir à Londres pendant 6 mois et je vais revenir, je vais être bilingue anglais parce que leur obsession c'était d'être bilingue en anglais. Il faut savoir que le bilinguisme c'est quelque chose, si on lit la définition dans le dictionnaire, qui est de naissance. Donc vous ne serez jamais bilingue dans une langue que vous avez apprise. Vous serez proche bilingue mais jamais réellement bilingue. C'est juste un raccourci que l'on prend pour dire que l'on maîtrise une langue assez parfaitement, du moins à un très haut niveau. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils ne réalisaient pas à l'époque, et qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'à Londres, il existe une communauté de Français absolument monumentale. Je crois de mémoire que après la France, c'est la ville qui compte le plus de Français au monde, en fait. Euh, donc en fait, quand vous partez à Londres en tant que Français, vous pouvez être sûr que vous allez vous retrouver entouré de Français et que c'est pas en 6 mois de toute façon que l'on devient bilingue, même en s'immergeant à fond dans une culture, surtout si on prend pas des cours. Donc concrètement, la plupart des Français qui font ça ou qui s'imaginent ça, ils sont complètement à côté de la plaque. Et encore une fois, c'est pas tellement que je juge, c'est une réalité, c'est une constatation. Donc en fait, le fait de rester comme ça entre Français et de pas forcément s'intégrer tout de suite à la culture locale, ça peut créer parfois une espèce de forme d'isolement par rapport à votre nouveau pays, qui vous empêche de vous ancrer vraiment dans votre nouvelle culture en fait. Et le fait de créer du lien, ben, il faut le dire très franchement, ça demande aussi du courage, mais aussi du temps. Parfois, les choses peuvent aller très vite. Ceci dit, les gens que vous allez rencontrer au tout début de votre expatriation, ça va pas forcément être les personnes que vous allez continuer à fréquenter avec le temps. Parce que
quand on débarque quelque part, on est souvent très ouvert, on est dans une phase un petit peu lune de miel, comme on dit, et on est dans un mood avec pas mal d'énergie. Il y a une espèce d'euphorie, il y a une espèce d'état un petit peu de galvanisation qui fait qu'on est très ouvert, on va beaucoup vers les autres, et du coup, ça va créer des liens avec des gens que vous n'aurez peut-être pas créés en temps normal, entre guillemets. Euh, et ce sont des personnes que vous n'allez peut-être pas fréquenter sur la durée ou que vous allez fréquenter pendant un temps. Et puis, au bout d'un moment, finalement, vous arrêterez de les voir tout simplement parce que c'est pas les personnes idéales, entre guillemets, pour vous. Et que et c'est parfaitement OK. En fait, ça m'est toujours arrivé dans mes expatriations. Il y a les premières personnes que vous rencontrez qui sont là, disons, pour au moment de votre atterrissage, entre guillemets. Et puis après, il y a les personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure et qui vont être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes, ce que vous recherchez et qui iront beaucoup plus avec votre façon de penser. Et lorsque vous aurez mieux pris la température du lieu où vous êtes, vous rencontrerez les personnes qui vous correspondent le mieux, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas parce que vous avez posé vos valises, en fait, que vous êtes intégré. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est vraiment quand vous commencez à comprendre les gens, à comprendre la culture, leur façon de vivre, de penser, de manger, de faire leurs courses, de se loger, de travailler, euh, et que vous commencerez aussi à vous sentir compris. C'est à ce moment-là qu'en fait, votre expatriation commencera vraiment et qu'elle commencera vraiment à prendre du sens. Il y a aussi l'effet du choc culturel. Le choc culturel, c'est absolument pas une légende, c'est du réel, c'est aussi du vécu par moi et par de nombreuses personnes qui ont voulu s'expatrier et qui, même en ayant fait le maximum de préparation possible, eh ben, c'est un petit peu inévitable. La culture, c'est quand même quelque chose qui est ancré très profondément en nous en tant qu'être humain. Et qu'on le veuille ou non, eh ben, on a des habitudes, on a des croyances, on a une culture, en fait, tout simplement, qui est là. Et quand vous allez aller dans un pays, surtout s'il est assez éloigné culturellement parlant de votre culture d'origine, et ben, de toute façon, il y a un moment donné où vous allez vous confronter à des choses que vous ne pigerez absolument pas. Donc, on en parle souvent de loin, de ce fameux choc culturel. On en parle souvent en rigolant et en le prenant un petit peu à la légère, mais il peut aussi faire très mal, en fait, en fonction de la façon dont vous y êtes préparé et de la façon dont vous le vivez et de l'intensité qu'il prend et de la forme qu'il prend. En vrai, ce qui peut se passer, c'est que ce choc, il va vous rattraper au moment où vous y attendrez probablement le moins. Parce qu'au début, ce qui se passe bien souvent, c'est que tout est super génial. C'est la phase, comme je vous le disais, lune de miel. Et puis arrive en fait le moment où les choses commencent à vous agacer. Ce que vous trouviez très bien au début finit par devenir agaçant, lassant, pénible. Voilà. C'est un exemple que je peux prendre qui peut être assez parlant. C'est quand, par exemple, vous avez une fille qui est extrêmement fan d'un groupe de musiciens. Par exemple, elle adore le guitariste ou le chanteur et elle ne rêve que d'une chose, c'est de le rencontrer et éventuellement de commencer une relation avec lui. Et ça finit par arriver. Et en fait, elle a été séduite par son côté, l'aura qu'il dégageait en tant que musicien ou que chanteur. Et en fait, une fois qu'elle est en couple avec, lui, il continue sa vie, sa carrière de chanteur ou de musicien. Sauf que elle, elle est de l'autre côté de la barrière désormais. Elle est la copine du musicien ou du chanteur, qui lui continue d'être adulé par des tas d'autres filles. Là, forcément, se crée de la jalousie, de l'agacement. Et en fait, ce qu'elle avait trouvé très bien chez lui et qui l'avait finalement attiré à la base devient source de mal-être, source de jalousie. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est un schéma qui, je pense, peut parler à beaucoup de gens pour comprendre en fait la relation qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui peut vous plaire dans un pays à un instant T et qui finit en fait par vous agacer. C'est exactement le même principe que cette situation que je vous décris de la fan
qui finit par sortir avec son idole. Ça peut être des choses du style les horaires, l'administration, les mentalités, le bruit, le silence. Vous comparez, en fait, vous arrêtez pas de comparer avec votre pays d'origine, vous râlez, vous doutez. Les exemples types, c'est par exemple, waouh, ici la vie elle est trop cool, le rythme est beaucoup plus lent, on est beaucoup moins stressé. Oui, certes, mais par contre, la lenteur, ça peut aussi être très pénible par moment, peut-être pas tout le temps, mais ça peut être très pénible, surtout quand on a l'habitude dans certaines situations que les choses aillent un petit peu vite, ben, en fait, ça peut devenir source de stress de se dire: «Mais bon sang, mais pourquoi tel truc prend autant de temps?» Les horaires aussi, les tout ce qui reste ouvert, tout ce qui ouvre très tôt. Par exemple, je vous prends l'exemple de l'île Maurice. Les gens ont tendance à se lever très tôt et à fermer très tôt. Pour nous, c'est extrêmement pénible parce qu'on est plutôt des oiseaux de nuit, donc on aime bien vivre tard. D'ailleurs, dans les pays chauds, on s'attendrait plutôt à ce que les gens vivent un petit peu tard, comme ils le font souvent en Espagne, parce que, ben, on attend que la température redescende, que ce soit plus vivable et ce soit plus agréable en fait de sortir. Et ben à l'île Maurice, c'est pas du tout le cas. Les trucs ferment hyper tôt, 17-18 heures dans le meilleur des cas, et après si vous cherchez un restaurant au-delà de 20h, 21h, ben c'est foutu en fait. Vous avez plus rien. Même McDo a tendance à 22h à plus rien vouloir vous servir. Donc, c'est une adaptation à un nouveau rythme de vie. Et au début, vous vous dites, waouh, c'est très cool, parce que vous pouvez vous lever très tôt le matin, parce que la luminosité est superbe à partir de 5h, 5h30. Vous pouvez vraiment profiter de votre journée, c'est vivant, etc. Sauf qu'après, ben, si vous avez un rythme plutôt nocturne et que vous êtes habitué à vivre, par exemple, dans une grande ville où tout est ouvert quasiment tout le temps, ça peut être assez agaçant. De la même manière, moi je sais qu'un truc qui me manque beaucoup ici à l'île Maurice, c'est l'absence de drive, tout simplement. J'avais l'habitude de faire beaucoup mes courses via le drive pour la majorité de mes courses. Et ici, ça n'existe pas, donc ça m'oblige à aller en supermarché systématiquement. Et ça, c'est un truc qui me manque énormément de ne pas pouvoir faire mes courses en drive parce que franchement, les supermarchés, ça me gonfle profondément. Donc, vous voyez, on a tous nos petits trucs qu'on trouve super génial au début. On se dit, ouais, c'est trop bien, je vais aller dans le supermarché, je vais voir un petit peu tout ce qu'ils ont, machin, gna, gna. Sauf qu'au bout de une ou deux fois, en fait, c'est bon, on sait ce qu'ils ont. On aimerait bien pouvoir commander au moins en drive, pas forcément se faire livrer, mais au moins en drive et juste aller récupérer parce que aller dans le supermarché, c'est gonflant. Mais bon, c'est comme ça et il faut faire avec. Et voilà, c'est juste une autre manière de vivre et des nouvelles habitudes à apprendre. Donc voilà typiquement le genre de choses qu'on peut trouver très cool au début et qui devient agaçant par la suite. Donc la phase lune de miel retombe et en fait un jour, sans vous en rendre compte, ben, vous commencez un petit peu à comprendre comment fonctionne tout ça, à relativiser, à vous habituer, à vous adapter et ben, à faire avec. En fait, là, c'est la vraie vie d'expatrié qui commence. C'est pas celle qu'on affiche sur Instagram où tout est merveilleux, tout est beau, tout est joli. C'est la phase où on voit aussi les coulisses et où on voit la réalité et on accepte cette nouvelle réalité. C'est le quotidien en fait que l'on se met à vivre dans les détails avec les habitudes qu'on finit par adopter. Une autre chose qu'on ne vous dit, pas ou en tout cas qui est un petit peu tabou, c'est que vos proches ne vous suivront pas toujours. J'entends pas, d'un point de vue géographique, mais dans votre projet. Ça, c'est quelque chose, que les gens ne disent pas toujours parce que ils ont un petit peu honte ou parce que, leurs proches les font culpabiliser ou parce que, ils les ont un petit peu comme des boulets dans le sens où ils essaient de les retenir, ils essaient de leur dire: «Tu vas te planter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu pars loin?» Enfin bref, ils vont trouver tout un tas, de choses à vous dire pour essayer de vous dissuader de partir parce que, bah, ils ont un esprit, complètement cartésien, ils ont l'esprit fermé. Ils veulent pas, vous voir, partir loin non plus. Ils aimeraient vous garder, près d'eux, donc il y a une part d'égoïsme, une part d'incompréhension et puis, une grosse, grosse part de manque d'ouverture d'esprit à mon sens, aussi. Donc, bien souvent, ils ne comprennent pas en fait, ce que vous faites ni pourquoi vous le faites. Donc certains
pourrait s'éloigner et j'ai envie de dire, ce serait potentiellement la meilleure chose qui pourrait vous arriver pour ces personnes-là parce qu'elles vont vous plomber votre projet plus qu'autre chose. Elles vont vous faire encore plus douter et vous n'avez pas du tout besoin de ce genre de personnes ni de ce genre, d'énergie, dans votre entourage quand vous êtes en train de faire un projet, quel qu'il soit. D'autres vous envieront. Ils essaieront peut-être, de vous jalouser, de vous dire des choses, par jalousie et par envie et qui seront pas non plus, forcément très agréables. D'autres, bien sûr, comme je vous le disais, vous accuseront, de les abandonner, ou de vous croire au-dessus parce que, vous êtes meilleurs, parce que vous arrivez à partir, et que vous avez le courage, de faire ci ou de faire ça alors que les autres n'en sont pas capables. Donc en fait, vous allez pouvoir, susciter tout un tas de réactions des gens qui vous entourent et en fait, c'est pas forcément facile. J'ai déjà eu affaire à des personnes qui m'ont dit que, ils avaient qu'une envie, c'était, de partir, mais qu'ils avaient absolument aucun soutien de leurs proches et même, que c'était complètement le contraire. Donc, j'ai pas forcément les détails de ce qu'on leur dit, mais j'imagine que c'est des choses: «Mais tu es complètement à côté de la plaque, ma pauvre fille» ou, «Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu vas te planter». Enfin, et il y a rien de pire, surtout quand ça vient, de notre famille et des gens qu'on aime et qui sont censés, nous aimer et nous soutenir. Donc, en fait, c'est, un peu la double pénalité. C'est-à-dire qu'on a envie de partir parce que, parfois on a un mal-être, en fait, dans notre propre pays et en plus, on a les gens qui nous aiment et qu'on aime, qui sont là pour en rajouter une couche et ne pas du tout nous aider et qui ne savent pas, en fait, faire la part des choses et nous aimer suffisamment pour nous soutenir dans notre projet qu'il soit viable, ou qu'on se plante finalement, ils sont censés nous soutenir et nous dire: «Bon, ben, là, à mon avis, c'est pas forcément le projet idéal pour toi, mais écoute, de toute façon, je suis là quoi qu'il arrive et tu peux compter sur moi, quelle que soit, l'issue. Mais en tout cas, essaie vraiment de vivre ton rêve et nous, on sera là pour t'accompagner, pour essayer de faire en sorte que, ça se passe au mieux». Voilà, ça serait vraiment la version idéale de vos proches. Mais bon, on n'est pas tous, logés à la même enseigne, on n'a pas tous, des familles ou des amis, formidables malheureusement. Donc ça peut être des moments assez difficiles, mais bon, c'est des réactions, qui peuvent être normales malheureusement, humaines. L'expatriation, ça provoque quand même un décalage assez important, parfois c'est un décalage qui ne se comble pas et que les gens autour de vous ne comprendront potentiellement jamais, sauf le jour peut-être où vous réussirez et que vous vous montrerez à quel point, ça vous aura rendu heureux, vous aurez réussi dans votre vie, professionnelle, personnelle, vous serez épanoui. Il y en a qui comprendront pas ou du moins ils comprendront, simplement ils seront extrêmement jaloux, de pas avoir le courage, de faire pareil. Ça, Dieu sait si je l'ai entendu dans ma vie, de: «Oh si seulement, je pouvais faire comme toi, partir», mais en fait, tout le monde peut le faire à partir du moment, où on s'en donne les moyens, on a envie et qu'on arrête de se chercher des excuses. Donc en fait, voilà, c'est juste, un souci d'incompréhension, de jalousie, de manque d'ouverture d'esprit à mon sens. C'est surtout un manque d'ouverture d'esprit parce que, bah, on est, j'aime pas forcément toujours dire ce mot, mais je trouve qu'on est, matrixé et câblé d'une certaine façon, depuis, notre naissance et que on nous inculque une certaine forme de pensée qui fait que on manque d'ouverture sur le monde et d'ouverture à beaucoup de possibilités qui pourraient s'offrir à nous et c'est ce qui génère souvent ce genre de situation, dont je viens de vous parler. Donc bon, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'être compris par tout le monde pour avancer de toute façon. Entourez-vous uniquement des bonnes personnes. Ce qui compte, c'est que vous soyez en accord avec vous-même et que vous soyez heureux quoi que vous décidiez et quoi que vous fassiez. Une autre chose que, on aborde rarement, quand on parle d'expatriation, c'est que, le doute, en fait, vous allez l'avoir avant, vous allez l'avoir pendant, mais en fait, il risque de revenir même après. Je m'explique. On pense souvent qu'une fois qu'on est parti, tout ira mieux et parfois, oui, c'est vrai, ça va mieux. Mais le doute, lui, il revient par vagues. Et ça, c'est du vécu. Même encore aujourd'hui, au bout de cette expatriation, je peux vous dire qu'il y a des phases de doute, pour des raisons extrêmement variées. Et puis, bah, ça dépend aussi de l'humeur du jour. Ça dépend aussi des fois de la météo. Voilà. Donc, ça va dépendre de chacun. Mais en gros, voilà, on se pose des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est ici ma place? Et si je rentrais? Enfin vraiment et ça peut être juste parce que vous avez eu une sale journée, parce qu'un collègue vous a fait,
une remarque et vous vous dites: «Mais en fait, j'ai pas ma place ici», ou parce que, il vous est arrivé, je sais pas, une mésaventure, lambda, dans le qui est liée, à la culture du pays et vous vous dites: «Mais en fait, ça me saoule. Est-ce que j'ai bien fait de venir ici? Est-ce que ça serait pas mieux la France?» Enfin, et c'est parfaitement normal et de toute façon, si vous décidez de rentrer ou de changer de pays, ne vivez pas ça comme un échec, ne voyez pas ça comme, une fatalité, ne voyez pas ça comme quelque chose de grave. C'est vous avez tout à fait le droit, de «revenir en arrière», entre guillemets, hem et heu et voilà et de douter et de vous poser, des questions. C'est parfaitement légitime, c'est humain et si vous posiez jamais de questions, en fait, ben, vous seriez pas, là où vous en êtes, en train de vous demander si vous expatriez ou pas. Donc le questionnement, c'est ce qui fait avancer la science, hein, si je peux résumer. Donc ces doutes-là, c'est ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé, ça veut juste dire que vous êtes en train de grandir, d'avancer et de prendre du recul sur les choses et de prendre conscience de plein de choses, de réaliser, des tas de choses qui vont simplement vous faire avancer, quel que soit le sens dans lequel vous allez avancer. C'est des moments inconfortables et désagréables, mais finalement, ce sont des moments assez précieux. Donc, après tout ce que je viens de vous dire, si vous avez encore envie de partir, bah, c'est que vous êtes déjà bien plus près que vous ne le pensez. L'expatriation, c'est pas juste un projet de vie, c'est vraiment une transformation profonde. Vous allez faire face et prendre en pleine face parfois certains doutes, certains chocs, et c'est parfaitement OK. Il va falloir les affronter. C'est comme ça fait partie du processus et de l'aventure. Mais ça se surmonte et c'est pas un effort surhumain donc pas de panique, vous pouvez, y arriver. En tout cas, ça montre, que votre projet n'est absolument pas un caprice, que c'est un vrai désir, c'est quelque chose qui est très profondément ancré en vous. C'est une force énorme que vous avez là, qui est très puissante et maintenant la seule question qui reste finalement, c'est comment est-ce que vous transformez cette envie en un projet solide et serein? Comment on transforme l'essai, tout simplement. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre, d'un accompagnement clair, humain, structuré à chaque étape de votre expatriation, vous pouvez tout à fait réserver un appel de découverte gratuit avec moi. C'est simple, c'est absolument sans engagement et ça vous permet déjà de clarifier beaucoup de choses. Le lien est en description du podcast. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode.